Donc je vous parlerai aujourd'hui des bases PMSI 2013, puisque ce sont les derniers résultats connus. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le nombre global en fait d'interventions n'augmente pas. Et il aurait même peut-être un peu tendance à diminuer. Le chiffre était de 142 000 cures en 2013, et vous voyez qu'il était à 150 000 en 2011. On a l'impression qu'il y a une espèce de tendance lourde au fait que finalement ça n'augmente pas beaucoup. Et on peut le juger au taux de recours. Là, ce sont les résultats issus de base 2011. On avait connu des chiffres en 2011 aussi. Alors vous voyez que sur 1000 habitants, il y avait 2,22 cures en 2007 et il n'y en a plus que 2,16 en 2013 avec un chiffre intermédiaire en 2011. Par contre, et c'est probablement peut-être lié à notre système social, le taux de recours en urgence a tendance à augmenter. Finalement, pas plus tard que la semaine dernière, on opère un patient qui a une hernie depuis 3 ans, qui la réduisait très régulièrement et qui vient en catastrophe en urgence parce qu'il ne la réduit pas et il a eu sa cure, en urgence. Enfin, les cures bilatérales ont tendance un peu à diminuer. Vous voyez qu'elles étaient de 17,1% en 2007 et qu'elles sont de 16,4% en 2013. Non, le fait majeur, c'est le fort développement de la chirurgie ambulatoire. Vous voyez que ce chiffre est quand même extrêmement significatif. Le taux de cure de hernie inguinale traitée en ambulatoire, je parle naturellement d'ambulatoire 12 heures, en 2007 était de 7,3% dans notre pays. Il est passé, pour les derniers chiffres connus, à 49,48%. Alors depuis des années, on nous dit la France a du retard pour la chirurgie ambulatoire. On a quand même l'impression que dans ce domaine, nous sommes en train de rattraper une grande partie de notre retard. Alors pourquoi ? Bien, parce que ça correspond aux recommandations médicales, SFCD, l'ASFAR, la Haute Autorité de Santé, et dans le cas spécifique des hernies, le HS, et pour la parcelloscopique, le AES. Les contre-indications sont très rares, puisqu'en fait, elles se limitent à les patients inopérables, et en plus, dans le domaine de la hernie, on peut tout à fait opérer un patient sans anesthésie générale, probablement avec une technique moins performante, mais c'est faisable. Enfin, il y a parallèlement des mécanismes incitatifs des tutelles qui sont extrêmement efficaces, les mises sous accord préalable. Enfin, tout ça est très incitatif. Il y a également des incitations financières pour les établissements. Et puis, c'est quand même pas le moindre, le patient est finalement relativement, ou voire très satisfait d'être pris en charge en ambulatoire. Rappelez-vous, la première question qu'ils nous posaient quand ils étaient hospitalisés, c'est quand est-ce que je sors ? Ben là, ils sont servis, ils viennent le matin, ils sortent le soir. Alors, d'ailleurs, cette chirurgie ambulatoire, elle est performante. On voit que c'est une étude qui a été faite sur les bases PMSI 2011. Il y a significativement moins de réadmissions dans les 30 jours lorsque le patient a été pris en charge en ambulatoire par rapport à une prise en charge en hospitalisation. Et donc, ça ne veut pas dire que les patients ont été mal sélectionnés. Non, ça veut dire que la prise en charge elle-même a été adéquate. Vous voyez que le taux de réadmission après une cure en ambulatoire en 2011 était de 1,4% dans les 30 jours. C'est d'ailleurs un facteur de non-réadmission, la chirurgie ambulatoire, alors qu'il était beaucoup plus important après des cures en hospitalisation. À cette occasion, l'analyse des bases 2011 nous montre que le taux de réadmission global est de 3,8% au premier mois, que la cure de hernie inguinale n'est pas une intervention mineure, puisque la mortalité était de 0,2%. Alors je vois tout de suite les complications après abord cystoscopique, mais je crois surtout qu'il s'agit de patients âgés qui sont opérés en urgence dans un état très précaire pour des hernies étranglées. Et l'âge médian de la population opérée était de 61 ans. Alors, du point de vue de l'ambulatoire, eh bien, vous voyez qu'on est presque à la moitié. En matière de prothèses mises en place par voie classique, le taux d'ambulatoire est de 47,9%. Lorsqu'il s'agit de prothèses mises par voie célioscopique, le taux d'ambulatoire est de 57,8%. Si on différencie les cures unilatérales ou bilatérales, 50% des cures unilatérales par voie conventionnelle ont été réalisées en ambulatoire. Une cure bilatérale sur 4 est faite en ambulatoire par voie conventionnelle. Et lorsqu'il s'agit d'abord cystoscopique, le taux d'ambulatoire est de presque 2 sur 3 pour une cure unilatérale
et presque 1 sur 2 pour une cure bilatérale. Parallèlement, les durées d'hospitalisation diminuent. Vous voyez qu'elles étaient en 2005 de 3,82 et 4 jours, et qu'elles sont passées en 2013 de 2,3 et de 45 jours. C'est logique, c'est l'évolution globale. Alors ce que l'on peut dire, c'est que la prothèse, elle gagne du terrain. C'est logique. Mais ce qui est plus intéressant à remarquer, c'est que la suture fait de la résistance. Moi, lorsque j'ai été nommé en 1981, le discours c'était « méfiez-vous des plaques et vous faites la méthode canadienne ». Et ici, on fait un Schuldeis, mais on fait le Schuldeis modifié. Donc j'ai appris plusieurs Schuldeis modifiés, qui étaient à l'époque la référence. Et depuis, on voit bien que cette opération, qui n'était pas une mauvaise opération, est clairement tombée en déshérence. Alors le taux de prothèse en France en 2007 était de 82,4%. Il est passé à 87,8% en 2011, et il est en 2013, dernier chiffre connu, de 89,6%. Alors pourquoi je dis que la suture fait de la résistance? C'est bien parce que dans ces chiffres, ça représente, il a été réalisé en France 14 732 cures sans prothèse. Or, on estime qu'il y a moins de 4 500 patients qui ont été opérés de hernie alors qu'ils avaient moins de 18-19 ans. C'est-à-dire des enfants qui ne sont pas censés être opérés avec mise en place de prothèses. Quand on fait la différence, eh bien, il y a 7% des patients adultes qui, en France, ont eu des cures avec une suture, alors qu'on aurait pu penser qu'il aurait mieux valu leur proposer une plaque, et on peut penser qu'il s'agit là de recommandations non conformes à celles de l'EHS. Alors, comment a-t-on mis les prothèses en 2013 ? Eh bien, vous voyez que... alors, je ne sais pas, j'ai la flèche là. Bon, donc, en matière de Liechtenstein, il s'agit ici de cures bilatérales. C'est très majoritaire, mais qu'il y a à peu près donc 2 tiers de Liechtenstein, 1 tiers de célioscopie, on va le voir. Par contre, le ratio diminue. Lorsqu'il s'agit de cures bilatérales, il y a beaucoup moins de Liechtenstein, et il y a un peu plus de célioscopie en proportion. Le STOPA existe encore, mais il a tendance à diminuer. Il est passé de 2100 pour une cure unilatérale à 1294 pour une cure bilatérale. Alors, l'abord célioscopique progresse. Vous voyez que pour les cures, là on est en bleu les chiffres de 2007. Donc, en 2007, on avait 64,9% de Liechtenstein pour les cures unilatérales et 59% pour les cures bilatérales. Et la célioscopie est passée... Non, pardon. Non, je m'excuse. Oui, c'est ça. Les chiffres sont passés de 2007 à 2013 de 64,9 à 59,2. Et pour la célioscopie, de 31,2 à 38,06. Le STOPA continuant lui-même à diminuer. On a l'impression que la célioscopie grappille un peu, mais que c'est pas majeur. Non, surtout ce qui est intéressant, c'est que manifestement les chirurgiens changent de technique en fonction du caractère uni ou bilatéral. Vous voyez que dans les cures unilatérales, on réalise 64,5% des interventions qui sont réalisées sont de Liechtenstein et 33% de la célioscopie. Alors que dans les cures bilatérales, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'une cure sur 3 est réalisée par voie conventionnelle de Liechtenstein, alors que 2 cures bilatérales sur 3 sont réalisées par voie célioscopique. En conclusion, on peut dire que globalement la pratique est conforme aux recommandations, que la prise en charge en ambulatoire augmente très rapidement, que la mise en place des prothèses est recommandée et réalisée chez 93% des adultes, que l'abord célioscopique progresse un peu, et qu'il est probablement en fonction de l'expertise du chirurgien, et en particulier dans les cas de cure bilatérale. Je vous remercie pour votre attention. On a à peu près 5 minutes de discussion. Qui veut prendre la parole? Oui. J'ai juste une question à poser à M. Johannet, qui nous a fait, comme toujours, un brillant et concis exposé. Je le félicite. Qu'est-ce qu'il appelle le STOPA? Alors, ce que j'appelle le STOPA, c'est la voie médiane sous-ombilicale par la parotomie, permettant d'aborder un côté prépéritonal ou les 2 côtés en prépéritonal. Alors, il n'y a pas de type, il n'y a rien dans tout ça? Non, le type, si vous voulez, dans les bases PMSI, ça n'existe pas, le type. Voilà. Donc, le STOPA englobe tout? Voilà.
Donc c'est un très mauvais terme. Oui, et alors c'est l'imperfection de ces bases PMSI. D'ailleurs, ça apporte des renseignements, mais par exemple, je dois aussi préciser que les résultats fournis par ces bases PMSI sont très sujets à la qualité du travail du codage des chirurgiens, à la qualité du travail du DIM, du médecin qui va analyser ça. Et par exemple, les médecins DIM entre eux estiment que l'urgence, la notion d'urgence qui peut être codée dans les bases PMSI n'est absolument pas fiable. C'est pour ça qu'il faut prendre ça avec réserve. Juste un commentaire. Hubert, les chiffres que tu donnes, c'est hors urgence ou avec les urgences? C'est tout compris. Urgence non différenciée. Donc les malades qui n'ont pas eu de prothèse, c'était probablement en grande partie des urgences. C'est possible, mais je pense qu'il y a encore un certain nombre de chirurgiens qui gardent une technique qu'ils ont connue. Il y a probablement une part de ça, absolument. Avant de passer la parole à Guéral, comment on peut dire Liechtenstein avec le PMSI? Alors, c'est mise en place d'une plaque par voie inguinale. Oui. Voilà. Oui, alors c'est la même remarque que vous avez fait concernant le STOPA. On peut imaginer que des types soient codés dans des Liechtenstein, mais la base PMSI ne prétend pas déterminer ça. D'accord. De même qu'on ne peut pas différencier les TAP et les TEP. Guéral. Moi, je voudrais juste une question pour Hubert. Oui. Allez-y. Voilà. Merci. Oui, nous avons été dans les premiers à faire une chirurgie ambulatoire à l'hôpital de Bicêtre en développant la hernie inguinale en ambulatoire. Est-ce que, aux difficultés qu'on a eues dans l'organisation et maintenant dans le fonctionnement, quel retentissement économique vous imaginez dans le transfert d'activité, parce que c'était au moment où on a conçu cette activité les questions les plus cruciales en termes d'organisation du bloc opératoire, de transfert de salles d'opération et de retentissement économique avec la tarification qui avait du mal à suivre. Vous soulevez là un vaste sujet qui, à mon avis, n'intéresse pas que la chirurgie ambulatoire et que les hernies, puisqu'avec le développement de la réhabilitation rapide, je pense que ça va représenter une véritable révolution pour nos établissements de santé. J'ajoute d'ailleurs que la tarification a privilégié l'ambulatoire et que cette tarification, maintenant que les patients sont en ambulatoire, baisse. Donc là, il y a vraiment pour nous des enjeux, pour nous et pour nos établissements, des enjeux majeurs. Moi, je voudrais juste répondre à la question concernant le choix cédio-laparo et la réponse du malade. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, c'était que la CDO donnait moins de douleur que la laparo, à long terme. À long terme. Et j'insiste sur le long terme. Parce qu'à court terme, on ne peut pas se fier à la réponse du malade. Le malade sait très bien, et vous connaissez mieux que moi l'effet placebo, il sait très bien, le malade, que la célioscopie donne moins de douleur que l'alternative. Et donc, inconsciemment, peut-être que... c'est un effet placebo certain. Et si on fait une infiltration au malade qu'on opère en ambulatoire, par exemple, il n'y a aucune raison pour qu'il ait mal, qu'il soit en célioscopie ou en laparotomie. Donc, voilà, il faut aller au-delà de cet aspect-là. Il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit. D'autres questions? Alors, si pas d'autres questions, on va donner la parole à Jean-François Gélion. Merci beaucoup.